Ne t'inquiète pas, la mère d'Étienne s'occupera des 17 enfants. Elle a l'habitude. Pas besoin d'engager quelqu'un. Ma future belle-fille a dit cela, douce comme du sucre fondant dans un café, se tournant pour sourire à sa sœur tandis que moi, pétrissant la pâte dans la cuisine, je n'étais qu'à un rideau de distance. J'avais passé 3 mois à préparer le mariage de mon fils, cuisinant, décorant et dépensant plus de 3000 € de ma retraite, uniquement parce que je voulais que son jour soit magnifique. Et maintenant, elles étaient là, discutant de la manière de m'utiliser comme une babysitter gratuite, un outil pratique que personne n'avait besoin de solliciter. Elles ont même ri. Ça économise de l'argent et ça l'occupera, comme ça elle ne se mêlera pas des affaires des adultes. Je n'ai pas pleuré. J'ai tranquillement essuyé mes mains, ouvert le coffre-fort, sorti tous les contrats du traiteur et du fleuriste, et je les ai posés sur la table. Si ma gentillesse devait être traitée comme une obligation, alors demain matin, ils recevraient un cadeau spécial. La première leçon de respect. Si vous écoutez encore, dites-moi d'où vous regardez. Chaque commentaire que vous laissez est une nouvelle marque dans ce voyage. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Je m'appelle Hélène Dubois, 69 ans, veuve depuis 15 ans. Je vis seule dans une petite maison de la banlieue de Lyon, l'endroit qui résonnait autrefois des rires de mon fils Étienne, quand il était un petit garçon blond qui préférait la boue aux devoirs. J'ai autrefois pensé que ma vieillesse serait paisible, jardinage, pâtisserie, et regarder mon fils heureux avec la femme qu'il aime. Quand Étienne a présenté Léa, j'ai cru que cela se réaliserait. Elle était jeune, douce, bien éduquée, m'appelant toujours maman Hélène, apportant des fleurs à chaque visite et n'oubliant jamais de complimenter mes tartes. Étienne a peut-être de la chance, mais j'en ai encore plus de vous avoir, maman Hélène, a-t-elle dit un jour d'un ton sirupeux que j'ai réellement cru. Pendant 2 ans, j'ai traité Léa comme ma propre fille. J'ai partagé des recettes de famille, je lui ai donné des souvenirs de l'époque où mon mari était en vie, et je les ai aidés à économiser des milliers d'euros sur le mariage en prenant en charge tout le buffet. Je pensais que c'était ainsi que l'on montrait son amour, que j'étais encore utile, que la gentillesse était la seule chose que je savais donner. Mais cet après-midi-là, une semaine seulement avant le mariage, tout a changé. Je me souviens encore de l'odeur de vanille dans la cuisine, de la lumière de fin de journée à travers la fenêtre, et des gloussements sur la terrasse. Au début, j'ai attrapé quelques bribes de phrases. Puis, quand j'ai entendu mon nom, je me suis arrêtée. Laisse juste la mère d'Étienne s'occuper des enfants. Elle les adore. Super, a répondu sa sœur, Chloé. Ça veut dire pas besoin d'engager quelqu'un, une grosse économie. Oui, et c'est pratique. Elle sera occupée et ne se mêlera pas des conversations des adultes. Avec ce genre de belle-mère, il suffit de la tenir occupée et c'est réglé. Elles ont toutes les deux ri. Ce rire s'est glissé directement dans ma poitrine, froid et creux. J'ai regardé mes mains, couvertes de farine, craquelées et tremblantes. Ses mains ont élevé Étienne, ont tenu celle de mon mari dans ces derniers jours, et maintenant, elles étaient traitées comme des outils gratuits que d'autres pouvaient exploiter. J'ai quitté la cuisine et j'ai monté lentement les escaliers. Mon cœur battait la chamade, mais ma tête était parfaitement claire. Pas de rage, pas de larmes, juste une décision silencieuse qui prenait forme. S'ils me voyaient comme une employée, j'arrêterais de jouer la mère parfaite qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir en chaîne où je gardais chaque facture et contrat. Les fournisseurs de nourriture, le fleuriste, l'entreprise de décoration, la compte du gâteau de mariage. J'ai fait le total rapidement, plus de 3200 €. Une année d'économie de ma retraite. J'ai photographié chaque page, les ai sauvegardées sur mon téléphone, puis j'ai tout glissé dans une enveloppe intitulée « Preuve de respect ». Quand je suis retournée à la cuisine, j'ai entendu la porte de la terrasse se fermer. Elles étaient parties. Le silence s'est installé dans la maison, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge. J'ai regardé la robe posée sur la chaise, la robe corail que je comptais porter au mariage. J'ai lissé le tissu et je me suis dit, non, il ne mérite pas de me voir dedans. Ce soir-là, j'ai appelé Martine, ma meilleure amie depuis plus de 40 ans, celle qui me connaît le mieux. Martine, j'ai besoin d'aide, ai-je dit, étonnamment calme. Qu'est-ce qu'il y a, Hélène ? Tu as l'air sur le point de déclencher une tempête. Je lui ai tout raconté. La conversation, les remarques désobligeantes, et le sentiment d'être transformée en babysitter du siècle. Martine a fait une pause, puis a éclaté de rire. Mon Dieu, Hélène. Ils ont oublié que tu ne fais pas que cuisiner, tu élabores des stratégies. Alors, quel est le plan ? J'ai souri. Le plan est de leur faire goûter les conséquences. Le lendemain matin, j'ai préparé du café, ouvert ma liste de fournisseurs et commencé à appeler. Bonjour, ici Hélène Dubois. Je dois annuler la commande du buffet pour le 18.
Madame, à seulement quelques jours de l'échéance, il y aura des frais d'annulation. Je comprends. Débitez la carte. Je ne changerai pas d'avis. Un par un, j'ai appelé les 4. Nourriture, pâtisserie, fleurs, décoration. Chaque appel s'est terminé avec le même sentiment. Le soulagement. J'ai empilé les papiers proprement, les ai placés sur la table avec les enveloppes des pénalités. Chaque euro perdu rachetait un morceau de mon amour-propre. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et réservé un train de nuit pour un spa en bord de mer à Étretat, l'endroit où mon mari et moi rêvions d'aller mais n'avions jamais eu l'occasion. J'y irais pour 2 jours et n'emporterais que 3 choses. Quelques tenues, mon livre préféré et un petit enregistreur vocal dans la poche de mon manteau, au cas où ils essaieraient de nier ce qu'ils avaient dit. Dans l'après-midi, Étienne est passé avec un sourire fatigué. « Maman, tout va bien ? Tu as été silencieuse ces derniers jours. »« Tout va bien, mon chéri, » ai-je répondu, légère comme une brise. « Tout est en train d'être réglé. Je suis content que tu nous aides toujours. Léa dit que tu es la meilleure personne au monde. » J'ai pincé les lèvres en un sourire et n'ai rien dit. J'avais l'habitude de le croire. Après le départ d'Étienne, j'ai retiré le tablier accroché dans la cuisine, je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans le tiroir. Ce geste simple et décisif m'a semblé être comme fermer le rideau sur un rôle que j'avais joué toute ma vie. Tard cette nuit-là, j'ai écrit une lettre. Cher Étienne et Léa, au moment où vous lirez ceci, je serai en train de me reposer quelque part de paisible, au bord de l'océan. Ces 3 derniers mois, j'ai essayé de vous aider à rendre votre mariage parfait. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je ne suis peut-être plus nécessaire dans ce rôle. Je n'assisterai pas à la réception. Je ne cuisinerai pas le buffet et je ne garderai les enfants de personne. J'ai annulé ce que j'avais préparé. Je suis sûre que vous trouverez une autre manière, plus appropriée, de commencer votre vie ensemble. Avec amour et avec dignité, maman. J'ai plié la lettre et l'ai posée au centre de la table de la salle à manger, où j'avais prévu de disposer mes meilleurs plats. La lumière de la lampe réchauffait le papier, faisant briller ma signature. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine, rangée, silencieuse, parfumée à la cannelle. Rien à regretter. À minuit, j'ai roulé ma valise jusqu'à la porte et l'ai verrouillée d'une main tremblante. Pas de peur, mais parce que pour la première fois depuis des années, je me choisissais. Le taxi m'a emmené à travers une légère brume. La ville dormait, ses lumières clignotant sur le pare-brise. Dans le rétroviseur, mon reflet semblait flou. La femme agréable se préparait maintenant à transformer son absence en la plus forte des protestations. Et le lendemain matin, quand ils se réveilleraient pour commencer leur grand jour, la seule chose qu'ils verraient sur la table du banquet serait une lettre et l'espace vide où se trouvait autrefois la gratitude. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Une faible lumière filtrait par la fenêtre sur les enveloppes que j'avais alignées sur la table de la salle à manger. Facture, reçu, et la lettre que j'avais laissée derrière moi. La petite maison était étrangement silencieuse. Pas de batteur qui vrombit, pas d'odeur de café en préparation, juste moi et une décision que je savais que je n'oublierais jamais. J'ai préparé une tasse de thé noir, je me suis assise et j'ai déverrouillé mon téléphone. La liste des fournisseurs se trouvait dans un dossier intitulé « Mariage, cadeau de maman ». Aujourd'hui, je reprendrai ce cadeau. Le premier appel fut pour le fournisseur. « Bonjour, ici Hélène Dubois. Je dois annuler la commande du buffet pour le 18. Madame, à seulement quelques jours de l'échéance, nous devrons facturer des frais. » Je comprends, ai-je dit. Allez-y, débitez la carte. Je ne changerai pas d'avis. Ensuite, la pâtisserie. Le gâteau à plusieurs étages que j'avais commandé pour Étienne avec l'inscription « L'amour triomphe toujours » en crème au beurre à la vanille. J'avais autrefois pensé que cette phrase symbolisait son bonheur. Maintenant, elle avait un goût de vinaigre. « Bonjour, Madame Dubois. Souhaitez-vous modifier le design ? » Non, je souhaite annuler. Vous pouvez garder la compte. Je n'en ai plus besoin. L'employée est restée silencieuse, puis sa voix s'est adoucie. Vous êtes sûre ? C'est le gâteau de mariage de votre fils. J'en suis sûre, ai-je dit. Parfois, l'amour n'a pas besoin de glaçage. Il a besoin d'être assaisonné de respect. Quand j'ai raccroché, un soulagement m'a envahi. Chaque numéro composé était un pas de plus vers la reprise en main de ma propre vie. Ensuite, le fleuriste. J'avais choisi des tournesols, les préférés de mon mari, pour la table d'honneur. Maintenant, je sentais qu'ils méritaient d'être placés ailleurs. Je suis désolée. Je dois annuler la commande pour le 18. Souhaitez-vous la reprogrammer ? Non, je voudrais m'offrir les fleurs à moi-même.
Le dernier était l'équipe de décoration, ceux qui m'appelaient l'adorable maman du marié. Je ne voulais plus qu'ils mettent en scène une cérémonie pour un événement où j'avais été assignée à la cuisine pour surveiller les enfants. Merci, ai-je dit, mais j'ai changé d'avis. Annulez tout et s'il vous plaît, envoyez les confirmations par email. J'ai ouvert ma boîte de réception pour y voir une série de annulations de commandes confirmées. Chaque ligne me semblait être une porte se fermant doucement, proprement. Aucune excuse n'était nécessaire. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai sauvegardées dans un nouveau dossier nommé « Dignité ». Quand tout a été fait, j'ai préparé un verre de citronnade et je me suis tenue à la fenêtre, regardant la lavande près de la terrasse. Le parfum flottait comme un adieu. À l'intérieur, quelque chose venait de se déverrouiller. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti la robe bleue océan, celle que je réservais pour les jours spéciaux. Ce n'était pas une robe de soirée, pas trop chic, mais chaque fois que je la portais, je me sentais vivante, confiante, libre, calme. J'ai lissé l'ourlet, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. La liberté, ai-je murmuré. Ça me va bien. Vers 10 heures, Étienne a appelé. Il semblait excité. Maman, je prévois de passer pour transporter la nourriture jusqu'au lieu de la réception. Tu as besoin que je t'aide avec quelque chose? J'ai gardé un ton égal. Pas besoin, mon chéri. Tout est en train d'être géré. Vraiment? Tu es notre sauveuse. Léa n'arrête pas de dire que sans toi, on mangerait des sandwichs pendant un mois après le mariage. J'ai esquissé un léger sourire. Eh bien, peut-être que ce ne serait pas la pire des leçons. Étienne a ri, ne saisissant pas mon sous-entendu, et a raccroché. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone, mon reflet. Il y avait une nouvelle ride au coin de mon œil, mais aussi une étincelle, la lumière de quelqu'un qui n'a plus peur d'être utilisé. À midi, j'ai réimprimé la lettre pour la table. Cette fois, j'ai ajouté une petite page, une liste à puces des phrases exactes que j'avais entendues l'après-midi précédent, mot pour mot. Sans commentaire, sans colère. Je voulais qu'ils fassent face à leurs propres mots. Papier blanc, encre noire, des preuves qui n'avaient besoin d'aucune explication. Quand la page est sortie de l'imprimante, je les lissai, les glissai dans l'enveloppe, les scellai et les posai soigneusement au centre de la table, exactement là où j'avais prévu de placer les plateaux de pâtisserie et de punch. Puis, j'ai envoyé un message à Martine. S'il se présente à la maison, s'il te plaît, active la caméra de la porte. Je ne veux pas que quiconque touche à cet endroit pendant mon absence. On se voit à la gare à 17 heures, a répondu Martine avec un emoji de poing levé et un cœur. J'ai ri. Elle me comprend toujours. Pas besoin de longs discours. Vers 15 heures, j'ai commencé à faire ma valise. Pas grand-chose. Quelques tenues simples, un roman, le vieux lecteur de musique de mon mari, et une petite photo encadrée. J'ai posé les clés de la maison sur la table, puis j'ai tiré la porte si doucement que même le vent semblait soulagé. Le train partait à 17h30. J'ai pris un siège près de la fenêtre. Martine était assise en face de moi avec 2 cafés chauds. Eh bien, dit-elle en me tendant une tasse. Au plus grand départ de ta vie. Merci, ai-je souri. Je n'ai jamais senti que partir pouvait être aussi facile. Alors que le train s'éloignait, la ville a reculé. Les bâtiments, les rues, et la petite maison où j'avais passé 30 ans à cuisiner, laver, attendre et servir. Maintenant, tout se réduisait à un point faible. C'était comme poser une valise pleine de pierres que j'avais portée la moitié de ma vie. L'air froid transportait l'odeur de fer des rails et le café dans le wagon. J'ai bu une gorgée de chaleur jusqu'au cœur. Martine a penché la tête. Comment penses-tu qu'ils réagiront quand ils réaliseront qu'il n'y a pas de buffet, pas de garde d'enfants? J'ai haussé les épaules. Le chaos, probablement. Mais le chaos est le seul professeur pour les gens qui ont pris l'ordre pour acquis. Martine a gloussé. On dirait une réplique de film. Tu vas écrire un livre? Je vais juste écrire la vérité. Pour que la prochaine fois que quelqu'un me demande pourquoi je n'ai pas assisté au mariage de mon fils, je puisse dire « parce que j'ai choisi de me respecter d'abord ». Mon téléphone a vibré sans arrêt. L'écran s'est allumé. Étienne, 5 appels. Léa, 3. Chloé, 1. Je l'ai posé face contre table et l'ai mis en silencieux. Tu ne décroches pas? A demandé Martine. Je n'ai rien à dire. Ils comprendront par mon absence. Le train glissait devant des champs dorés, s'estompant dans le crépuscule. Je me suis penchée en arrière, écoutant les roues grincer à un rythme régulier. L'inquiétude et la colère se sont dissipées, laissant place à un calme profond. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé. Lyon, une salle lumineuse, des invités en tenue de soirée. Des tables nappées de blanc,
Mais au centre, la table du buffet vide, pas de nourriture du tout, seulement une enveloppe ivoire soigneusement adressée, Étienne et Léa. J'ai imaginé Léa l'ouvrant, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes en lisant. Au lieu de cuisiner et de garder les enfants aujourd'hui, je choisis de me reposer. Considérez cela comme votre première leçon de mariage. Quand quelqu'un vous aime inconditionnellement, ne le traitez pas comme un acquis. J'ai souri dans le wagon sombre du train. Dehors, l'océan est apparu au loin. Le coucher de soleil se déversait comme un drap de velours rouge. Martine a touché ma main. Hélène, à quoi penses-tu? J'imagine leur visage quand ils réaliseront que le vrai banquet est mon absence. Martine a éclaté de rire, et je me suis appuyée contre la fenêtre, sentant les rails vibrer à travers ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, non pas parce que j'étais aimée, mais parce que je m'aimais enfin moi-même. Et ainsi, au milieu du doux murmure métallique du train, je me suis murmuré à moi-même, au revoir, obligation. Bonjour, liberté. Ce matin-là, je me suis réveillée dans la chambre en bord de mer au son régulier de l'océan à l'extérieur de la fenêtre. Pas de téléphone qui sonne, pas de coup à la porte, pas d'odeur de cuisine, juste des huiles essentielles et une douce musique de spa. J'ai préparé une tisane à la menthe poivrée et j'ai ouvert mon roman à moitié lu, me sentant légère comme l'air. Aujourd'hui, c'était le mariage de mon fils, le jour où j'étais censée être frénétique en cuisine. Au lieu de cela, j'étais assise à regarder la mer, une tisane à la main, attendant de voir comment le monde tourne quand je ne suis plus la roue de secours. À 9 heures du matin, mon téléphone s'est allumé. Étienne, maman, tu as besoin que je vienne transporter des affaires? Je peux passer avant la cérémonie. J'ai regardé l'écran et j'ai gloussé, il n'avait toujours aucune idée de ce qu'il attendait. J'ai posé le téléphone sans répondre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé la vapeur réchauffer mon visage, confortable, douce et paisible, comme si mes 69 ans étaient un cadeau que je n'avais jamais déballé jusqu'à présent. À 11 heures du matin, j'avais les pieds dans un bain moussant quand le téléphone a sonné sans arrêt. 3, puis 4, puis 5 appels d'affilée. Je suis restée silencieuse. Une employée du spa a jeté un coup d'œil et a souri. Voulez-vous que je le mette en silencieux pour vous? J'ai hoché la tête. Merci, ma chérie. Quand je l'ai rallumé pour vérifier, les notifications ont afflué. Étienne, Léa et Chloé remplissaient l'écran. J'ai parcouru quelques lignes, comme si je relisais un scénario que je connaissais déjà par cœur. Maman, les fournisseurs appellent. Ils disent que tout est annulé. Y a-t-il une erreur? Maman, ils ont dit que tu avais signé l'annulation du buffet. Peut-être qu'ils t'ont confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai inspiré et j'ai regardé par la fenêtre. Sur la plage, des mouettes plongeaient et laissaient de petites empreintes dans le sable. Je me sentais étrangement en paix. Toute ma vie, chaque fois qu'un désordre éclatait, j'étais la première à sauter pour le nettoyer. Aujourd'hui, j'ai choisi de rester assise. À 13h30, un autre message. Le ton de Léa, clairement tremblant. Maman Hélène, les invités arrivent en avance. Peux-tu venir mettre les tables? Je manque de temps. J'ai souri et j'ai éteint le téléphone. Je ne voulais pas regarder la scène, mais je savais que certaines leçons doivent être apprises dans le chaos. Les conseils ne suffisent pas. Vers 15 heures, j'ai rallumé le téléphone et l'écran s'est illuminé comme un sapin de Noël. 26 appels manqués, 12 SMS urgents. J'ai fait défiler. Pas de nourriture. Les enfants courent partout. Qui est responsable maintenant? Madame Hélène, où êtes-vous? J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai rappelé Étienne. Il a décroché à la première sonnerie, au bord des larmes. Maman, que s'est-il passé? Il n'y a pas de nourriture. Le restaurant dit que c'est annulé. Les enfants deviennent fous. Léa est sur le point de s'évanouir. Où es-tu? J'ai gardé un ton égal, comme si je parlais de la météo. Oh, je suis en train de me faire un massage au chocolat, mon chéri. C'est délicieux. N'oublie pas de prendre une collation légère pour ne pas avoir faim. Silence à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage d'Étienne au milieu du bruit de la foule, des enfants qui pleurent et de Léa qui crie. Tu te fais un massage? Oui. J'ai pris une autre gorgée d'eau. Dans un spa en bord de mer. Tu sais, après des mois de préparation, je me suis dit que je pouvais bien prendre une pause. J'ai entendu quelque chose tomber. Peut-être un verre. Peut-être le téléphone. Puis la voix de Léa a retenti, aiguë et tranchante. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous as laissé tomber? Sais-tu que les invités demandent qui est responsable? J'ai répondu lentement, chaque mot clair. Non, je n'ai laissé tomber personne. J'ai arrêté de faire ce qu'on ne m'avait jamais demandé de faire en premier lieu.
Elle est restée silencieuse, puis est passée à la négociation. Allez, maman. Peux-tu revenir? Je te paierai. D'accord. 500 €. Juste pour surveiller les enfants. J'ai gloussé. 500 € ne rachèteront pas le respect, Léa. 1000 €. 2000. Je paierai 2000 €. Viendras-tu tout de suite? J'ai incliné la tête, regardant les vagues à l'extérieur. Ma voix était légère comme l'air de l'océan. Si tu avais de l'argent pour m'engager à la dernière minute, pourquoi n'as-tu pas engagé un traiteur dès le début, ma chérie? La rage a rugi au bout du fil, mêlée aux pleurs des enfants. J'ai raccroché, mis le téléphone en silencieux et allumé du jazz doux. Le saxophone chaleureux flottait et se mêlait au ressac, comme si le monde me murmurait. Respire, Hélène. Respire. Environ une demi-heure plus tard, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Madame Hélène, je suis la mère d'Ava. L'invitation disait qu'il y aurait une garde d'enfants, mais il n'y a personne. Avons-nous été trompés? J'ai soupiré. Ces pauvres parents. Mais je ne pouvais pas continuer à couvrir les erreurs des autres. J'ai répondu, je suis désolée. Je ne suis plus en charge de ce mariage. J'espère que votre fille passera un après-midi en sécurité. Un instant plus tard, Martine est entrée avec un verre de vin rouge. Tu vas bien? Oui, ai-je dit. Juste un peu triste que les gens n'apprennent souvent le respect qu'après avoir perdu ce qu'ils n'ont jamais pris pour acquis. Martine s'est assise à côté de moi et a sorti son téléphone. Regarde, quelqu'un a posté des photos en direct du mariage. Une salle chaotique, des enfants courant partout, le gâteau renversé, des nappes tachées. La légende disait, aucune idée de pourquoi il n'y a pas de nourriture. Quelqu'un dit que le traiteur a été annulé à la dernière minute. J'ai regardé l'écran, ne ressentant ni joie ni vengeance, juste du vide. C'est peut-être le prix à payer pour apprendre que l'amour n'est pas l'obéissance. Tard cette nuit-là, alors que le ressac devenait plus fort, un autre appel est arrivé. Cette fois, c'était seulement la voix d'Étienne, rauque et épuisée. Maman, j'ai eu tort. Maman, j'ai vraiment eu tort. Je suis restée silencieuse un moment. Puis j'ai répondu, lentement mais fermement. Mon chéri, tu n'as pas eu tort parce que je ne suis pas venue. Tu as eu tort parce que tu ne m'as pas demandé d'abord. Parfois, les gens n'ont pas besoin de réponse. Ils ont besoin d'être entendus. À l'autre bout du fil, Étienne n'a rien dit. J'ai entendu le vent et quelqu'un qui pleurait. Je ne pouvais pas dire si c'était mon fils ou ma belle-fille. Peut-être les deux. J'ai mis fin à l'appel, posé le téléphone et me suis penchée en arrière. Le clair de lune filtrait, à travers le rideau sur mes mains. Les mains qui tremblaient autrefois en cuisinant pour les autres étaient maintenant stables et calmes. J'ai fermé les yeux, écouté les vagues et j'ai compris. Parfois, l'absence pèse plus que n'importe quel sermon. Martine a jeté un coup d'œil, mi-taquine. Des regrets, Hélène. J'ai secoué la tête et j'ai souri. Non, j'aurais juste aimé le faire plus tôt. Dehors, les vagues s'écrasaient contre le rivage comme des feux d'artifice. Je me suis calée dans le fauteuil et j'ai pris une longue inspiration. Dans mon esprit, je pouvais encore voir la salle en plein chaos, des gens criant par-dessus une musique qui n'arrêtait pas de couper. Au milieu de ce désordre, une seule enveloppe reposait sur la table, ma signature toujours claire. Avec amour et avec dignité, maman. Et je savais qu'à partir de demain, il n'oublierait plus ce nom. Cette nuit-là, juste après avoir éteint la lumière dans ma chambre, mon téléphone a vibré. Le nom d'Étienne a illuminé l'écran. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. À l'autre bout du fil, des respirations rapides et saccadées qui se sont transformées en sanglots que je n'avais pas entendus depuis qu'il était petit garçon. Maman, sa voix s'est étranglée. Je suis désolée. J'ai laissé Léa mener la barque. Je pensais que tu aimais aider. Je pensais que tu étais heureuse de travailler pour le mariage. J'ai oublié que tu étais l'invitée d'honneur. Je suis restée silencieuse. La pièce sombre n'était éclairée que par la veilleuse, projetant des ombres jaunes tremblantes sur le mur. Je pouvais entendre le remords dans la voix de mon fils et la honte qu'il essayait d'avaler. J'ai répondu lentement, mon chéri, je t'aime, mais je ne suis pas une ressource gratuite. Je ne suis pas à un âge où les gens peuvent m'utiliser et me laisser tomber quand ils le veulent. Peut-être que nous sommes tous passés par là, toujours à donner, toujours à endurer jusqu'à ce que nous réalisions que l'amour a aussi besoin de limites. Si cette partie vous parle, laissez un commentaire. Pensez-vous que dire non peut parfois être la forme d'amour la plus durable? Votre partage pourrait être une lumière pour quelqu'un qui a oublié sa propre valeur. Silence au bout du fil. Puis Étienne s'est de nouveau étranglé. Je ne sais pas.
Tu as toujours tout fait pour moi sans jamais rien demander. Je m'y suis habituée. Quand Léa a dit que tu t'occuperais de tout, je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai eu tort. Je ne l'ai pas grondé. J'ai simplement dit, tu n'as pas eu tort de me demander. Tu as eu tort de supposer que je le ferais. Peut-être que j'ai joué un rôle là-dedans aussi, après toutes ces années à penser que l'amour signifie servir. Je peux te voir ? A-t-il demandé, la voix tremblante. Pas pour l'instant, ai-je dit doucement. Après ce week-end, quand je serai de retour de la côte, nous parlerons comme 2 adultes. Pas comme une mère et un fils paniqués. Étienne est resté silencieux un moment, puis a murmuré « D'accord, maman ». J'ai raccroché et je suis restée assise un long moment. Les vagues de la nuit déferlaient, chaque battement comme une berceuse. Je n'étais pas en colère contre mon fils, et je ne me sentais pas triomphante qu'il ait enfin vu son erreur. J'ai juste senti quelque chose se soulever de ma poitrine. Peut-être le poids de 30 ans à être la maman toujours de garde pour secourir. Le lendemain matin, je suis sortie sur la terrasse avec Martine. L'océan s'étendait à l'infini, la surface scintillant sous le soleil matinal. Les mouettes volaient bas, et le son des vagues frappant la coque venait, régulier comme un battement de cœur. Martine m'a tendu un des 2 cafés. Tu as parlé à Étienne ? J'ai hoché la tête. Il a pleuré. Tu t'es adoucie ? Non, mais je me sens plus légère. Martine s'est assise à côté de moi, le vent fouettant ses cheveux. Tu sais, beaucoup de femmes de notre âge pensent encore que l'amour égale l'obéissance. Tu viens de prouver le contraire. J'ai souri, les yeux fixés sur l'horizon. L'amour, ce n'est pas se perdre. C'est apprendre aux gens comment te traiter. Nous sommes restés assises un moment de plus, n'écoutant que le vent et l'eau. J'ai pensé aux années qui avaient passé. Combien de fois je suis restée silencieuse quand on me rabaissait. Combien de fois j'ai dit, ce n'est pas grave, juste pour maintenir la paix. Et à quoi cela a-t-il mené ? Les gens pensaient que je n'avais pas de limites. Maintenant, pour la première fois de ma vie, mes limites me semblaient aussi claires que l'horizon. Je n'avais besoin de la validation de personne. Seulement de ma propre compréhension que je mérite le respect. À midi, alors que je me promenais sur la marina, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était tante Evelyne, la sœur de mon défunt mari. Franche, un peu colérique, mais elle m'aime comme sa famille. Mon Dieu, Hélène, a-t-elle dit à la seconde où j'ai décroché. Toute la famille ne parle que du mariage d'Étienne. Ils disent que Léa est en vrac, et qu'Étienne a l'air aussi perdu qu'une oie. Si mon frère était en vie, il aurait traîné ce garçon dehors et lui aurait remis les idées en place. J'ai ri, me sentant plus légère. Ne sois pas en colère contre lui, ma tante. Il a été stupide, pas cruel. Eh bien, la belle-fille, c'est une autre histoire, a-t-elle claqué. Ce genre de manigance ne peut être excusé. Elle a besoin d'une bonne leçon. La vie est déjà en train de la lui donner, ai-je dit. Juste un peu tard. Sa voix s'est adoucie. Hélène, je suis fière de toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un se défendre comme ça. Tu ne t'es pas seulement sauvé toi-même. Tu as donné à Étienne une leçon qu'il n'oubliera jamais. Merci, ai-je dit doucement. Si une belle-mère comme toi le dit, je ne dois pas avoir tort. Elle a ri bruyamment. Tort ou raison, si tu es en paix, c'est ce qui compte. Cet après-midi-là, j'ai reçu quelques messages de parents qui avaient été au mariage. Madame Hélène, je voulais juste vous dire que vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai entendu des gens vous blâmer, mais tout ce que vous avez demandé, c'est ce qui aurait dû être là. Si j'étais aussi courageuse que vous, peut-être que ma fille ne me traiterait pas comme l'aide à domicile. J'ai lu chaque ligne et j'ai senti une chaleur m'envahir. Dans tout ce chaos, au moins quelques personnes avaient compris que je ne me rebellais pas. J'en avais simplement fini avec la soumission. Mais mêlé au soutien, il y avait des SMS de Léa. Tu as ruiné mon grand jour. Es-tu contente de voir les gens me critiquer ? Tu devras vivre avec cette conscience pour toujours. J'ai marqué comme lu et j'ai posé le téléphone face contre table. Je n'avais pas besoin de répondre. Le silence est le miroir parfait. Tout le monde s'y voit. Ce soir-là, j'ai sorti mon carnet sur le balcon où la brise était douce et le clair de lune se déversait sur l'océan. J'ai écrit quelques lignes. Conditions de demain, 1. Demander d'abord. 2. Montrer du respect. 3. Mon droit de dire non. 3 principes simples, mais je savais qu'ils seraient ma boussole à partir de maintenant. Je ne voulais plus être en colère. Je voulais juste vivre correctement et être traitée comme une personne, pas comme une servante silencieuse. Martine m'a regardé écrire. Que diras-tu à Étienne quand tu le verras ? Je ne dirai pas grand-chose, ai-je répondu.
Il a juste besoin de comprendre qu'aimer sa mère ne signifie pas qu'elle doit porter toute sa vie. Et Léa? J'ai haussé les épaules. Elle a besoin de temps pour faire face aux conséquences. Tout le monde n'apprend pas le respect en un jour. Le lendemain matin, Martine et moi sommes descendus dans un petit café en bord de mer pour le petit déjeuner. L'air sentait le café fraîchement torréfié et les gaufres. J'ai commandé une omelette aux épinards. Martine a choisi des crêpes au sirop. Quand la serveuse a apporté nos assiettes, elle a demandé « Autre chose pour vous, mesdames ?» J'ai souri. Non, merci. Tout est parfait. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si je savourais d'être traitée comme une cliente payante. Pas de condescendance, pas de prise pour acquise. Chaque cuillerée me rappelait que je vivais pour moi-même. Après le petit déjeuner, nous avons marché sur la plage. Le sable était doux sous mes pieds. L'eau froide clapotait à mes chevilles comme une douce poignée de main de la nature. En regardant les vagues se poursuivre vers le large, j'ai pensé. Il s'avère que lorsque vous fixez des limites, les marées de la vie apprennent aussi à se retirer. Cet après-midi-là, je suis montée dans le train pour rentrer chez moi. La ville est apparue, les toits familiers et les rues que j'avais parcourues 1000 fois. Mais cette fois, tout semblait différent. J'étais toujours moi, les cheveux argentés, les mains gercées, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour de bon. Martine m'a serré la main avant de descendre. « Ça va aller ?» J'ai hoché la tête. J'ai la tête froide et le cœur chaud. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai roulé ma valise hors de la gare et j'ai pris une grande bouffée d'air de la ville. Un nouveau chapitre commençait. Pas de dette, pas de sacrifices aveugles. Juste moi. Hélène Dubois, une femme de 69 ans qui avait appris que l'amour-propre est le plus beau cadeau qu'une mère puisse s'offrir. L'après-midi suivant, alors que je rangeais quelques pots de fleurs dans le jardin, j'ai entendu une voiture s'arrêter. À travers le rideau, j'ai vu Étienne sortir. Il portait une chemise froissée, des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, rien à voir avec un marié fraîchement sorti de son mariage. Peut-être que pour la première fois depuis des années, j'ai vu mon fils sans le masque de celui qui tient le coup. Il est resté un moment sur le porche, hésitant. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardé dans les yeux. « Entre, mon chéri », ai-je dit doucement. Étienne a esquissé un sourire étrange et est entré comme un enfant pris en faute. La maison sentait les biscuits que je venais de faire, une fournée non pas pour des invités, mais pour me sentir calme. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table de la salle à manger qui était autrefois couverte de menus, de bons de commande et de plans de mariage. Maintenant, il n'y avait que 2 tasses de thé chaud et le silence. Étienne a parlé le premier. « Maman, je ne sais pas par où commencer. »« Commence par la vérité, » ai-je dit. « Ne dis pas ce que tu penses que je veux entendre. » Il a pris une profonde inspiration, les yeux baissés. « J'ai honte, maman. Quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que j'avais laissé quelqu'un d'autre décider comment te traiter. J'ai toujours pensé que j'étais un bon fils, mais en réalité, j'étais paresseux. J'ai laissé Léa organiser les choses et j'ai suivi. Je pensais que tu aimais aider, que ça te rendait heureuse. J'avais tort. » J'ai hoché la tête lentement, sans l'interrompre. Quand il a fini, j'ai dit « Tu n'as pas eu tort de faire confiance aux gens, Étienne. Tu as eu tort de ne pas me demander. Ce qui est fait, mais nous devons redéfinir quelques règles pour que personne ne soit plus blessé. » J'ai sorti une feuille pliée de ma poche, je l'ai ouverte et j'ai lu. Premièrement, toujours demander. Ne pas supposer. Je ne suis pas de garde pour combler les vides. Si tu as besoin d'aide, demande. Si j'accepte, c'est un choix, pas une obligation. Deuxièmement, je suis une invitée, pas une employée. Quand je suis invitée, je viendrai en tant que famille, pas en tant que travailleuse. Troisièmement, j'ai le droit de dire non. Et quand je le fais, tu n'as pas le droit de me faire culpabiliser. Étienne est resté assis en silence pendant un long moment. Puis a hoché la tête. Je comprends. Je promets de m'en souvenir. Pas seulement t'en souvenir, ai-je dit, croisant son regard. Le mettre en pratique. Il a de nouveau hoché la tête, les yeux humides. Je le réparerai par des actions. Je me suis penchée en arrière, les mains autour de ma tasse. Bien. Je n'ai pas besoin de promesses. J'ai besoin de vrais changements. La pièce est devenue silencieuse. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment. Puis j'ai demandé, calme, mais assez fermement pour qu'il lève les yeux. Étienne, c'est juste de protéger ta femme. Bien sûr, je soutiens cela. Mais quand ta femme me manque de respect, que protèges-tu exactement? La question est tombée comme un caillou dans un étang. Silencieuse, mais les ondulations se sont propagées loin. Étienne m'a regardé,
puis a baissé la tête, les doigts entrelacés. Je ne sais pas quoi dire, maman. Ce jour-là, j'ai pensé que si je parlais, Léa serait en colère. Je voulais garder la paix, alors je suis resté silencieux. Mais j'ai réalisé que le silence, c'est aussi choisir le mauvais côté. J'ai hoché la tête. Parfois, le silence est pire que la collusion. Il convainc les gens que l'injustice est normale. Étienne a levé la tête, les yeux sincères. Je promets que si quelqu'un te rabaisse, Léa ou n'importe qui d'autre, je ne resterai pas les bras croisés. Les coins de ma bouche ont tremblé, non pas d'émotion, mais de soulagement. Je n'ai pas besoin d'un héros, Étienne. J'ai juste besoin que tu sois décent. Je me suis levé, j'ai pris une pile de papier du tiroir et je les ai posés sur la table. Ce sont les factures que j'ai payées pour les ingrédients du mariage. Décoration, fleurs, gâteaux, plus les frais d'annulation. Regarde, plus de 3200 €. Je ne te demande pas un centime en retour, mais je veux que tu vois le coût de la commodité. Étienne les a parcourus, le visage rougissant. Je n'avais pas réalisé que tu avais payé autant. Oui, ai-je dit. La plupart des gens qui sont pris pour acquis sont ceux qui donnent trop et ne demandent rien. Je ne suis pas en colère, mais je veux que tu te souviennes de ce sentiment. Chaque fois que tu penses, laissons maman s'en occuper, souviens-toi d'aujourd'hui. Il a hoché la tête, les yeux humides. Je comprends. Maman, laisse-moi recommencer. J'ai souri, mais j'ai gardé un ton ferme. Recommencer signifie changer les habitudes, pas remettre la table. À partir de maintenant, chaque fois que tu veux mon aide pour cuisiner, garder les enfants, préparer une fête, tu dois avoir un plan B. Engager un service, demander à quelqu'un d'autre ou reporter. Je ne serai pas forcée de choisir entre me sentir coupable et avoir des limites. Étienne a hoché la tête lentement, comme s'il mémorisait chaque mot. Et j'ai ajouté, chaque fois que je dirai non, tu n'utiliseras pas les émotions pour me faire changer d'avis. Pas de larmes. Pas de « maman, j'ai des difficultés ». C'est mon droit à l'autonomie. Il a esquissé un sourire triste. On dirait que nous signons un contrat. C'est le cas, ai-je dit. J'ai travaillé sans contrat pendant des années. Il est temps d'en signer un avec dignité. L'air s'est adouci. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre sur les mains crispées d'Étienne. Il a soupiré. Maman, je veux organiser un petit dîner pour me faire pardonner. Je veux inviter tante Evelyne et madame Martine. Je veux m'excuser publiquement. Je l'ai regardé et j'ai vu l'honnêteté là. Pour qui fais-tu ça? Pour moi ou parce que tu te sens coupable? Il a hésité. Les deux, mais surtout pour moi. Je ne supporte pas que les gens pensent que j'ai laissé ma mère être traitée comme une étrangère. J'ai posé une main sur son épaule. Bien. J'accepte. Mais il y a une condition. N'importe laquelle. Dis-moi. Léa doit s'excuser d'elle-même. Pas des lignes que tu écris, pas un script pour que tout se passe bien. Je veux l'entendre parler avec la voix de quelqu'un qui sait qu'elle a eu tort, pas de quelqu'un qui essaie de sauver la face. Étienne est resté silencieux, puis a hoché la tête. Je comprends. Je lui dirai. Peux-tu lui donner un peu de temps? Bien sûr. 3 jours. Je ne veux pas d'excuses symboliques. Je veux qu'elle comprenne pourquoi je suis partie. Il m'a étudié pendant un long moment, les yeux lourds. Maman, j'ai peur qu'elle ne vienne pas, c'est une réponse aussi, ai-je dit. Personne n'apprend le respect s'il ne veut pas faire face aux conséquences. Étienne s'est levé et m'a serré dans ses bras, maladroit, gauche, mais chaleureux. Merci de me parler encore. J'ai souri. Je peux me mettre en colère, mais je ne sais pas comment te détester. Quand il est parti, je suis restée sur le seuil et je l'ai regardé s'éloigner. Sa silhouette est devenue petite sur le chemin, mais je savais que quelque chose à l'intérieur de moi venait d'être réparé. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon carnet et j'ai ajouté une ligne. Fixer des limites ne nous rend pas froid. Cela apprend aux autres comment aimer, correctement. Puis je l'ai fermé, j'ai éteint la lumière et je me suis offert un petit verre de vin. Le goût était doux et chaud, se propageant dans ma gorge. Je me sentais déchargée, comme si j'avais enfin desserré un nœud noué pendant la moitié de ma vie. Pendant les 3 jours suivants, j'attendrais que Léa frappe à la porte, non pas pour entendre des excuses, mais pour voir si elle pouvait franchir la porte de la maturité et du respect. 3 jours plus tard, par un après-midi sans vent, j'ai entendu une voiture s'arrêter au portail. Le moteur s'est éteint, puis le silence. Je savais que c'était Léa. Un instinct de mère me disait qu'aujourd'hui ne serait pas comme les conversations précédentes. Quand la porte s'est ouverte, je l'ai vue. Pas la mariée radieuse dans une robe blanche, pas la femme au sourire parfait prête pour l'appareil photo, mais une jeune femme qui avait l'air perdue et épuisée.
Ses cheveux étaient attachés en arrière, le visage pâle sans maquillage, les mains tremblantes. Elle a parlé doucement. « Bonjour, Madame Dubois. » J'ai entendu comment elle l'a dit. Pas de « Maman Hélène », cette fois. Sa voix était petite et prudente, comme si elle testait l'air. J'ai simplement hoché la tête. « Entrez. » Nous nous sommes assises dans le salon. J'ai versé du thé. Un parfum de lavande flottait dans l'air. Elle a baissé la tête, les doigts étroitement entrelacés comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. « Avant que tu ne parles, ai-je dit, comprends ceci. Il n'y a pas de script aujourd'hui. Je ne veux pas d'excuses préécrites. Je veux la vérité. » Léa a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolée. Je veux dire, je suis désolée. » Elle s'est corrigée, la voix tremblante. « Je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, mais je vous dois une explication. » Je suis restée silencieuse, la laissant reprendre son souffle. « Toute ma vie, a-t-elle dit, je n'ai jamais vraiment eu de mère. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père s'est remarié si vite que j'ai à peine compris ce qui se passait. La nouvelle femme ne m'a jamais vue comme une fille. Elle m'a dit franchement, tu n'es que l'ombre de l'ancienne femme. Après ça, j'ai appris à me protéger en agissant avec force et en contrôlant tout. » J'ai légèrement hoché la tête. Je connais ce sentiment. Léa a esquissé un faible sourire. Quand j'ai rencontré Étienne, j'ai vu à quel point il vous aimait. Vous étiez tout ce que je n'avais jamais eu, chaleureuse, généreuse, respectée. Au lieu d'apprendre à me rapprocher de vous, je suis devenue jalouse. J'avais peur que vous soyez toujours le centre de la famille, qu'Étienne vous choisisse plutôt que moi. Et dans ma tête, il n'y avait qu'une seule façon de ne pas être éclipsée, vous rabaisser. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. J'ai dit des choses cruelles, non pas parce que je vous détestais, mais parce que j'avais peur de ne pas être assez. Je pensais que si ma sœur croyait que je pouvais gérer ma belle famille, je me sentirais plus forte. Chloé est toujours si capable, avec une famille parfaite, et je suis toujours en train de me prouver. Je vous ai transformé en un outil pour me valoriser aux yeux des autres. En y pensant maintenant, c'est honteux. Je l'ai regardée sans jugement. Cela semblait vrai, mais je devais être sûre qu'elle comprenait le cœur du problème. « Léa ?» ai-je demandé lentement. « Veux-tu une vraie guérison ou essaies-tu juste de recoller les morceaux pour maintenir la paix ?» La question l'a fait lever les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais elle n'esquivait plus. « Une vraie guérison. Madame Dubois. » J'ai parlé à mon thérapeute. Je continuerai à y aller pour apprendre des limites saines et pour arrêter de transformer les gens en concurrents. J'ai posé ma tasse, ma voix basse mais ferme. « Bien. Mais mes conditions sont claires. Tu as une chance. Une seule. Si tu recommences, si j'entends une autre blague à mes dépens ou une quelconque remarque désobligeante, notre relation deviendra strictement polie. Pas de guerre, pas de haine, mais pas de proximité non plus. Compris ? » Léa a hoché la tête vigoureusement, les yeux brillants. Je comprends et j'accepte. Je me suis levée, je suis allée à la bibliothèque et j'ai posé un petit dossier sur la table. Tu sais ce que c'est ? Elle a lu la couverture doucement. Facture. Projet de mariage. Toutes les factures et les pénalités que j'ai dû payer en annulant le buffet, la décoration, les fleurs et le gâteau. Plus de 3200 €. Elle a dégluti, l'air confus et coupable. Je ne dis pas ça pour demander de l'argent. Ai-je dit. Je veux que tu comprennes. Chaque petite action amusante que tu fais a un coût. Pas en euros, mais en confiance. Elle est restée silencieuse un long moment, puis a parlé presque dans un murmure. Je rembourserai tout. Pas parce que vous le demandez, mais parce que je dois prendre mes responsabilités. J'écrirai aussi des lettres d'excuses à tous les parents qui étaient là. Étienne m'a dit que certains sont encore contrariés d'avoir été induits en erreur sur la garde des enfants. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai étudié, et le prétexte habituel n'était pas là. Elle avait l'air épuisée, mais sincère. Peut-être que pour la première fois, Léa voulait vraiment arranger les choses. Je n'ai pas besoin de ton argent, ai-je dit. Mais je veux que tu dises la vérité à Chloé, à ta famille, à tous ceux qui t'ont entendu te moquer de moi. Dis que c'était de ta faute, pas un malentendu, pas une blague. Si tu veux un nouveau départ, commence par la responsabilité. Léa a pris une inspiration. Je le ferai. Je le promets. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. J'ai entendu l'horloge tic-taquer et les feuilles bruire à l'extérieur. Léa a regardé autour de la maison, où elle était autrefois entrée avec des talons hauts et un sourire parfait, maintenant juste maladroite et humble. « Je pensais que vous me détesteriez pour toujours », a-t-elle dit doucement.
Je ne sais pas comment détester quelqu'un aussi longtemps, ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Je garderai une distance de sécurité. Tu as besoin de temps pour faire tes preuves, et j'ai besoin d'espace pour faire à nouveau confiance. Elle a hoché la tête, triste mais soulagée. Merci de me voir. Si j'étais vous, j'aurais fermé la porte à clé. J'ai incliné la tête, souriant un peu. Je l'ai déjà fait. Puis j'ai réalisé que parfois, une porte doit s'ouvrir non pas pour laisser quelqu'un entrer, mais pour le laisser sortir de sa propre bêtise. Léa a souri à travers ses larmes. Elle s'est levée et a sorti un petit bouquet de lavande de son sac, enveloppé dans du papier kraft et noué avec une fine ficelle. C'est un cadeau, a-t-elle dit, la voix instable. Je sais que vous aimez la lavande. J'espère que quand vous la verrez, vous vous souviendrez que quelqu'un essaie d'apprendre le respect. J'ai pris le bouquet. Le parfum s'est répandu doucement dans la pièce. Merci. La lavande refleurit après un hiver rigoureux. J'espère que tu le feras aussi. Elle a baissé la tête. J'ai serré. Et je ne vous appellerai plus « maman » tant que je ne sentirai pas que je le mérite. Je l'ai regardée sortir. Sa petite silhouette a disparu sous les arbres. Elle s'est retournée une fois et a dit, la voix rauque mais ferme, « À bientôt, quand j'aurai appris le respect. » La porte s'est fermée, laissant la lavande dans la pièce. Je suis restée debout un long moment, ne sachant pas si j'étais émue ou soulagée. Peut-être les deux. J'ai posé le bouquet sur la table à côté de mon thé refroidi. La lavande se mêlait à la vapeur comme un rappel que même les blessures profondes peuvent fleurir si nous nous inclinons devant la dignité. Une semaine plus tard, alors que je m'occupais de la lavande sur la terrasse, mon téléphone a sonné. Le nom d'Étienne sur l'écran. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. « Maman » a-t-il dit, un peu nerveux, mais plus doux qu'avant. « C'est ton anniversaire ce week-end. » J'ai souri. « Merci de t'en souvenir. » « Pas seulement m'en souvenir, » a-t-il poursuivi. « J'ai engagé un traiteur, un DJ, et même le jardin des voisins. Pourrais-tu me donner ton avis sur la décoration ? » Je suis restée silencieuse un moment. Mes anniversaires étaient simples depuis des années. Un petit gâteau, quelques cartes, parfois rien d'autre qu'un SMS tardif. Cette fois, Étienne lui-même voulait l'organiser. Ce qui m'a encore plus touchée, c'est la façon dont il a demandé, sans supposer, sans ordonner, mais en demandant mon avis. J'ai souri et j'ai gardé une voix égale. « Tu as déjà engagé un traiteur ? » « Oui, ils s'occuperont de toute la nourriture, du service et du nettoyage. J'ai aussi réservé la cabine du DJ, l'éclairage et un bar à boissons. Mais je veux que tu m'aides à choisir les couleurs des lumières et le linge de table. Tu as meilleur goût que moi. » J'ai ri, mon cœur battant un peu plus vite. « D'accord, mais combien comptes-tu me payer ? » Étienne a hésité, puis a laissé échapper un petit rire. « Je compte te payer. Dis-moi juste ton tarif. Je ne veux plus que tu fasses ça gratuitement. » J'ai failli éclater de rire. « Pas besoin, mon fils. Je n'accepterai pas d'argent pour partager des idées, mais j'apprécie la façon dont tu as demandé. Repartons de là. » D'accord. Oui. Merci, maman. J'ai pris un stylo et du papier et j'ai noté quelques suggestions. Utilise un éclairage jaune chaud, pas blanc. La lumière plus douce met tout le monde en valeur sur les photos. Choisis des nappes en lin couleur sable, élégantes mais accueillantes. Opte pour des fleurs sauvages pour la décoration, économique et naturelle. J'ai envoyé à Étienne des photos d'exemple, puis je lui ai expliqué comment disposer les vases en utilisant un rapport de 1h03 entre la hauteur du vase et le diamètre de la table. Il a écouté attentivement, posant des questions sur chaque détail comme un élève diligent. « Je le ferai moi-même, maman, » a-t-il dit. « Je veux m'occuper de cette partie seule, sans engager personne. » Dans l'après-midi, je suis passée dans le jardin où la fête aurait lieu. Étienne se battait avec des guirlandes lumineuses, la sueur perlant sur son front. La scène m'a ramenée à l'époque où il était petit, réparant son vélo ou sciant du bois avec son père. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis sentie chanceuse d'avoir encore l'occasion de lui apprendre des choses qui semblent petites mais qui sont le fondement du respect. « Accroche-les. Lumière un peu plus haut, » ai-je dit. « Pour que les gens ne soient pas aveuglés quand ils lèvent les yeux. » Compris. Étienne les a ajustés, puis m'a souri. « Merci, maman. Maintenant je comprends pourquoi tout ce que tu fais semble toujours parfait. Ce n'est pas parce que je suis habile, » ai-je dit. C'est parce que j'avais l'habitude de faire des choses pour les autres sans que personne ne me demande ce que je voulais. Quand les gens demandent, on apprend à les faire se sentir respectés. Étienne a hoché la tête, les yeux plus ancrés qu'auparavant. Ce soir-là,
La fête s'est déroulée sous des lumières douces et chaudes, une musique confortable et des rires qui ondulaient dans le jardin. Les tables étaient dressées de lin couleur sable, chacune avec un petit vase de marguerites, de lavande et quelques brins d'olivier, simples et élégants. Je suis entrée dans la lueur, et personne ne m'a assigné quoi que ce soit. Personne ne m'a mis un menu ou une liste d'invités dans les mains. J'ai été accueillie comme une véritable invitée, pas comme celle qui travaille en coulisses. Au début de la fête, Étienne a levé son verre, la voix pleine d'émotion. Ce soir, ce n'est pas seulement l'anniversaire de ma mère. C'est ma chance de la remercier pour une grande leçon. Une leçon de respect. Les gens ont applaudi. J'ai vu Léa se tenir à côté de lui, les yeux un peu rouges, mais souriant doucement. Quand ce fut son tour, elle a pris le micro, a pris une inspiration et a dit « La décoration de ce soir, chaque détail, vient des idées de maman Hélène. » J'ai juste suivi ses conseils et honnêtement, apprendre à l'écouter a été le meilleur cadeau que j'ai reçu cette année. J'ai fait une pause, surprise. De sa bouche, les mots « maman Hélène » sonnaient doux et non forcés. C'était peut-être la première fois qu'elle utilisait ce titre avec un vrai respect. Une des amies de Léa, une rousse à proximité, Harry. Oh mon Dieu, le goût de ta belle-mère est incroyable. On dirait une page de magazine. Léa a souri, sans se vanter ni s'attribuer le mérite. Elle a répondu calmement. C'est vrai. J'ai juste suivi l'association de couleurs qu'elle m'a enseignée. Elle a un excellent œil. Des mots simples, mais je savais que c'était un grand pas. Pas un compliment forcé, pas une phrase pour arranger les choses. C'était une reconnaissance. Et pour les personnes blessées par l'orgueil, la reconnaissance est un cadeau rare. Dans un coin, tante Evelyne observait en silence. Elle a levé son verre, m'a regardé et a souri. Mon neveu a enfin grandi, Hélène. Un peu tard, peut-être, mais ça en valait la peine. J'ai ri. Les hommes du bois n'ont jamais été à l'heure, ma tante. Cette fois, au moins, il a bien fait les choses. Harry tante Evelyne à gorge déployée et a trinqué avec moi. Bien, parce que le garçon de cette famille a enfin appris à cuisiner un plat appelé « respect ». Vers la fin, je me suis levée pour partir tôt. Je m'en vais, ai-je dit. À mon âge, les nuits tardives ne sont plus ce qu'elles étaient. Étienne est intervenu immédiatement et a pris ma main. Tu n'as pas à nettoyer. J'ai engagé une équipe. Ce soir, tu vas juste te reposer. Je l'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose de difficile à nommer, soulagement, tendresse et un peu de fierté. On dirait que tu suis déjà mes 3 règles. Étienne a souri et s'est gratté la tête. J'ai juste peur que tu essaies de prendre le contrôle. Sur le chemin du retour, je marchais lentement, l'air nocturne caressant mes joues. C'était comme si un chapitre s'était terminé non pas avec des larmes, mais avec la paix. Pas d'excuses bruyantes, juste de petites actions silencieuses et sincères. De retour à la maison, je me suis préparé un chocolat chaud, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit sous une lampe douce. Le respect commence par payer les bonnes personnes pour le bon travail. J'ai fait une pause. J'ai réfléchi un moment, puis j'ai ajouté. Une petite ligne en dessous. Et le véritable amour commence quand personne n'a approuvé qui sacrifie le plus. Juste à ce moment-là, mon téléphone s'est allumé. C'était Martine. Son SMS ne contenait que 3 mots. Fière de toi. J'ai souri et j'ai répondu. Je suis fière de moi aussi. J'ai posé le téléphone, me suis penchée en arrière et j'ai écouté l'horloge tic-taquer dans le salon. Dehors, une nouvelle lune pointait à travers les arbres, son or doux sur les pots de lavande que j'avais plantés. Le parfum flottait dans la maison, un doux rappel que lorsque vous apprenez à vous respecter, le monde qui vous entoure commence à changer naturellement, lentement, mais d'une manière qui dure. Un lundi matin tranquille, alors que je préparais du café et que je triais quelques notes dans mon carnet, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu, un indicatif régional que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité et j'ai décroché. Est-ce que je parle à Madame Hélène Dubois? Une voix de femme plus âgée, chaude et posée. Oui, c'est elle. Pardon. Qui est à l'appareil? Carole. Je suis la mère d'un des enfants qui était au mariage d'Étienne. Je me suis figée un instant. Ce nom a ravivé le souvenir d'un après-midi chaotique. Des enfants qui pleurent, des gens qui s'interpellent, et la honte que Léa a dû affronter. J'ai attendu. Madame Hélène, a dit Carole, je vous appelle pour vous dire une chose. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vu des femmes être traitées comme des biens toute ma vie, censées cuisiner, s'occuper et sourire pour que tout le monde soit à l'aise. Ce jour-là, quand vous n'êtes pas venu au mariage, j'étais en colère. Mais après avoir entendu ce qui s'était passé, j'ai compris. Personne ne devrait être utilisé comme un outil pour soutenir l'image de quelqu'un d'autre.
J'ai ri doucement, ma voix un peu tremblante. Merci. Parfois, dire non n'est pas une rébellion. C'est un rappel que nous sommes toujours humains. Exactement, a dit Carole. Et grâce à vous, j'ai dit non à ma propre fille. Je l'aime, mais je ne peux pas la porter éternellement. Hier soir, j'ai refusé de garder ses enfants, et pour la première fois de ma vie, j'ai dormi d'une traite. J'ai ri. Les larmes me piquant les yeux. Félicitations. Un seul nom peut être plus puissant que 1000 sermons. Après cet appel, je suis restée assise en silence pendant un moment. Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit acte ait une telle portée. Peut-être que le respect est contagieux à sa manière. Il commence par une personne qui ose s'arrêter, pour que d'autres osent commencer. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, une voix d'homme, profonde et calme. Bonjour, ici Michel Dubois, le père de Léa. J'ai fait une pause. Je n'avais entendu son nom que par l'intermédiaire d'Étienne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Je sais que c'est une surprise, a-t-il poursuivi. Mais j'ai senti que je devais m'exprimer. Je viens de rencontrer mes 2 filles, Léa et Chloé, et je leur ai passé un savon en règle. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Vous n'aviez pas à faire ça, ai-je dit doucement. Elles sont jeunes. Elles apprendront. Non, Madame Hélène, a dit Michel fermement. Je les ai laissées grandir sans apprendre à respecter les autres femmes. Léa a vu sa mère tout porteur sans se plaindre. Elle pensait que c'était normal. Vous avez fait ce que j'aurais dû lui apprendre il y a longtemps. Je ne savais pas quoi dire à part « merci ». Il s'est raclé la gorge. Je veux aussi m'excuser en leur nom. Nous ne sommes peut-être pas proches, mais je comprends comment les erreurs d'une génération peuvent faire que la suivante les répète. Je promets que si quelqu'un dans la famille fait des commérages, je prendrai la parole. Vous ne subirez plus de regards injustes. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. J'apprécie cela, monsieur Michel, mais je ne veux pas que cela soit un fardeau pour qui que ce soit. Il suffit qu'elles apprennent la leçon. Je pense qu'elles le feront, a-t-il dit plus doucement. Vous savez, j'ai l'impression que Léa est vraiment en train de changer. Elle m'a envoyé une photo d'un bouquet de lavande et a écrit « Papa, j'apprends le respect », en commençant par une femme nommée Hélène. Je n'ai rien dit. L'odeur du café refroidi se mêlait aux fleurs à l'extérieur. Quelque chose en moi a senti que c'était enfin clos. Pas la colère, mais un chapitre de blessure. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'expéditeur, le « Cercle des femmes », un vieux groupe local auquel j'avais adhéré il y a des années. À l'intérieur se trouvait une invitation. Chère Madame Hélène Dubois, nous vous sommes reconnaissantes pour l'histoire et la leçon que vous avez partagée. Beaucoup de nos membres aimeraient vous entendre parler lors de la réunion du mois prochain sur le thème « Limites et dignité après 60 ans ». Je l'ai lu et relu, à moitié dans le doute. Je n'avais jamais été conférencière, juste quelqu'un qui cuisinait et racontait des histoires dans sa petite cuisine. Puis j'ai pensé, si mon histoire peut aider quelqu'un à se relever, pourquoi pas. J'ai pris un stylo et j'ai répondu « oui ». Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et j'ai intitulé la conférence « Donner par amour, pas par peur d'être laissé pour compte ». Je me suis souvenu des années où j'avais mal compris, pensant que l'amour signifiait être toujours disponible, toujours porter le fardeau, toujours rester silencieuse pour que tout se passe bien. Le vieillissement m'a appris ceci, le véritable amour ne vous demande pas de vous effacer. La conférence a eu lieu un dimanche après-midi. Une petite salle, une lumière chaude, des chaises en cercle. Environ 30 femmes, pour la plupart aux cheveux d'argent, certaines avec des cannes, d'autres avec des alliances encore brillantes. Je me tenais parmi elles, micro à la main, la voix un peu tremblante. Je ne suis pas spéciale. Je suis juste une femme qui a cuisiné, lavé et souri quand on me rejetait, jusqu'au jour où j'ai réalisé que le respect n'apparaît pas par magie. Nous apprenons aux gens comment nous traiter par la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Certaines ont hoché la tête, d'autres ont essuyé des larmes. J'ai raconté mon histoire simplement, sans embellissement, sans amertume. J'ai dit la vérité. Le jour où j'ai entendu ma belle-fille dire « c'est moins cher si elle garde les enfants », la lettre que j'ai laissée, et le mariage sans nourriture mais plein de leçons. Quand j'ai terminé, la pièce est restée silencieuse quelques secondes. Puis les applaudissements ont retenti. 3 dames plus âgées sont venues me serrer dans leurs bras, les yeux brillants. L'une a murmuré « grâce à vous, j'ai dit non. J'ai annulé 3 semaines de garde d'enfants en Floride. Je me sens si légère. » Une autre a ajouté « je n'ai plus peur de la colère de ma fille. Vous nous avez donné un courage qu'aucune classe ne nous a jamais enseigné. » J'ai serré leurs mains, trop émue pour parler. À ce moment-là, j'ai réalisé que parfois, il suffit qu'une personne se lève pour que d'autres suivent.
comme de petites étincelles qui répandent la lumière dans une pièce sombre. Ce soir-là, je me suis assise seule à ma table et j'ai ouvert mon carnet. Sur la dernière page, j'ai écrit « Cuisiner avec amour. Servir avec dignité ». J'ai pensé à toutes ces années en cuisine, croyant que ma valeur résidait dans la bonne nourriture. Maintenant, je savais que la vraie valeur est de savoir quand s'arrêter, quand quelqu'un vous traite par défaut. J'ai appelé Martine et je lui ai parlé de la conférence. Elle a crié au téléphone. « Tu devrais écrire un livre, Hélène, un pour les femmes comme nous. » J'ai souri, la voix douce. « Pas encore. Je veux commencer par un petit manuel, quelque chose d'honnête, de proche, de facile à lire. Si assez de gens s'y reconnaissent, alors nous penserons à un livre. Alors laisse-moi m'occuper de la mise en page, » a-t-elle dit. Toi, tu écris. Nous le ferons ensemble, comme deux cuisinières partageant un plat. J'ai ri. Marché conclu. Mais cette fois, nous serons toutes les deux payées. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Le coucher de soleil lavait le ciel d'orange. La lumière rebondissait sur ma tasse de thé et réchauffait la pièce. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. À 69 ans, je pensais que mon rôle dans la vie était terminé. Il s'avère que le sens n'abandonne personne. Il attend que nous soyons assez courageux pour dire un petit non. De ce non, je me suis retrouvée, calme, libre et toujours pleine d'amour. Un matin d'avril, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. « Madame Hélène, c'est Chloé, la sœur de Léa. Je pense que nous devrions parler. » J'ai fixé les mots, mon cœur se serrant. Ce nom m'a ramené au ricanement derrière le rideau ce jour fatidique. Moins cher et ça l'occupe, comme ça elle ne se mêlera pas des affaires des grands. Je ne l'avais jamais oublié. J'ai répondu simplement. Je suis à la maison toute la matinée. Si vous voulez passer, venez. Environ 1 heure plus tard, la voiture de Chloé s'est arrêtée au portail. Elle est sortie avec l'allure soignée de quelqu'un habitué à donner des ordres. Une robe de bureau élégante, des talons, une trace de parfum cher. Mais quand elle s'est assise en face de moi, je n'ai vu aucune arrogance dans ses yeux, juste de la nervosité et une certaine réserve. « Madame Hélène » a-t-elle commencé, une pointe de sarcasme dans une voix fine. Peut-être que ce jour-là, je suis allée trop loin. Nous ne faisions que plaisanter. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai cliqué, et l'enregistrement a commencé, moins cher et ça l'occupe, comme ça elle ne se mêlera pas des affaires des grands. Oui, la mère d'Étienne aime aider de toute façon. Laisse-la s'occuper des enfants, ça économise de l'argent et ça la tient occupée. Leurs rires, ceux de Chloé et de Léa, étaient d'une clarté cristalline. Quand l'extrait s'est terminé, la pièce s'est figée. Chloé était assise, rigide, les mains jointes sur ses genoux. Plaisanter, n'avait nulle part où se cacher. J'ai parlé doucement. Les blagues ont des limites, Chloé. Et parfois, la personne qui est la cible de la blague ne rit pas, elle est restée silencieuse un long moment, puis a demandé à voix basse. Pourquoi gardez-vous cet enregistrement? Pourquoi faire? Je l'ai regardé dans les yeux. Pas pour la vengeance. Pour vous rappeler que les mots ont un poids. Je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. J'ai besoin que vous respectiez les gens. Et pour commencer, je veux que vous envoyiez des excuses à tous les parents qui ont été entraînés dans ce gâchis. Sans faux fuyant, sans si. Chloé a haussé un sourcil. Vous posez des conditions. Non, je vous réapprends les bonnes manières que vous avez oubliées. Elle s'est mordu la lèvre, une rougeur montant à ses joues. Très bien, je leur enverrai un message. Juste pour en finir. J'ai hoché la tête. La raison importe moins que l'action. Faites-leur savoir que vous comprenez ce que signifie la responsabilité. Je n'ai pas fait de sermon ni en ai rajouté. Quand elle s'est levée, je n'ai dit qu'une chose de plus. Chloé, ne m'utilisez plus dans une histoire entre vous et votre sœur. Si vous avez besoin de prouver quelque chose, utilisez-vous vous-même. Elle a fait une pause, puis a fait un petit signe de tête. Je comprends. Quand la porte s'est fermée, je n'ai ressenti aucun triomphe, juste du calme. Certains n'ont pas besoin d'applaudissements, juste du silence de quelqu'un qui vous a autrefois méprisé. Cet après-midi-là, un SMS est venu de Léa. J'ai envoyé la preuve du remboursement des pénalités que vous avez couvertes. Je l'ai viré sur votre compte avec des excuses. Je sais que vous n'avez pas besoin de l'argent, mais j'ai besoin de prendre mes responsabilités. J'ai ouvert la capture d'écran du relevé et j'ai posé une main sur mon cœur. Ce n'était pas la somme qui comptait, c'était l'acte, et je savais que pour Léa, c'était réel. À ce moment-là, Étienne a appelé. « Maman, je veux organiser un dîner ce week-end. Pas une fête,
Juste une petite réconciliation. Tante Evelyne, Madame Martine, Léa et Chloé seront là. Viendras-tu? Je suis restée silencieuse quelques secondes. Qui cuisine? Étienne a ri. J'ai engagé un traiteur. Mais si tu veux, je peux cuisiner. Pas besoin. Souviens-toi juste de la règle. L'hôte s'occupe de la logistique. L'invité n'a qu'à se présenter. Je me souviens que ce dîner fut plus chaleureux que je ne l'avais prévu. La pièce brillait de bougies. La table était simple et raffinée. Du lin, de petites marguerites, des assiettes blanches aux bords argentés. Tante Evelyne était assise en bout de table. Martine à côté d'elle avec ce sourire bienveillant que je connaissais si bien. Quand le plat principal a été servi, Léa s'est levée. La pièce est devenue silencieuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans sourciller. « Maman Hélène » a-t-elle dit lentement. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Je me suis excusée auprès des personnes concernées. Et ce soir, je veux vous dire directement que je regrette ce que j'ai fait. Non pas pour obtenir le pardon, mais pour que vous sachiez que j'ai vraiment appris la leçon. Je l'ai regardé et j'ai vu la sincérité. Merci, Léa. Le pardon ne signifie pas l'oubli, mais je crois que tout le monde mérite une chance de recommencer. Puis je me suis tournée vers Chloé. Elle était toujours assise, la tête légèrement baissée, les mains crispées sur sa serviette. Après quelques secondes, elle a levé les yeux. « Je suis désolée », a-t-elle dit d'une voix rauque. J'ai dit des choses stupides et j'aurais dû m'excuser plus tôt. Je sais que sans vous, Léa n'aurait jamais appris l'amour-propre. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec elle. La pièce s'est sentie plus légère. Tante Evelyne a hoché la tête et a murmuré. Enfin, un peu de bon sens. Je me suis levée et j'ai sorti un papier plié de mon sac. Avant de terminer ce dîner, ai-je dit, je veux que nous signions tous ceci. Dessus, il y avait 3 courtes lignes. Engagement du bois 2025, 1. Dans cette famille, nous demandons d'abord et respectons l'avis de chacun. 2. Personne n'est présumé être laide. 3. Chaque « désolé » doit être prouvé par des actions. J'ai posé le stylo au milieu. Étienne a signé le premier, puis Léa, Chloé, tante Evelyne, Martine, et enfin moi. Quand le stylo s'est arrêté, Étienne a dit doucement. Je n'aurais jamais pensé que ma famille signerait un contrat de respect. J'ai souri. Moi non plus, mais parfois, le noir sur blanc sur papier dure plus longtemps que les mots au dîner. La table a ri, non pas de la blague, mais parce que tout le monde sentait que l'ancienne lourdeur s'était levée. Après le dîner, quand les gens sont passés au salon, Étienne a débarrassé la vaisselle. Je me suis levée pour aider, mais il a levé la main. Non, assieds-toi, a-t-il dit, sortant un tablier en toile marron de sa poche et le passant. C'est moi l'aide ce soir. Tout le monde a ri. Léa a secoué la tête. Tu as l'air maladroit. J'apprends, a dit Étienne, me regardant avec chaleur. Le respect est une compétence que je pratique à nouveau. J'ai souri, rempli d'une sorte de chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le soulagement. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'enfin, les gens avaient appris à se regarder dans les yeux, non pas à travers le prisme de l'attente. Alors que je partais, Étienne m'a accompagnée à la porte. « Es-tu heureuse, maman ?» Pour l'instant, oui. Ai-je dit. Mais je me souviens encore de mon dernier principe. Quel principe? Je l'ai regardé et j'ai souri doucement. Fais confiance à ce que tu vois, pas seulement à ce que tu entends. Les gens peuvent dire beaucoup de choses, mais seules les actions sont une preuve réelle. Étienne a hoché la tête, a souri et m'a serré dans ses bras. Alors, regarde. Je m'occuperai du reste. J'ai quitté la maison en paix. La brise nocturne passait et le parfum de lavande du bouquet de la dernière fois flottait encore dans la voiture. J'ai souri pour moi-même. Peut-être qu'enfin, ma plus grande épreuve était terminée. Mais leur voyage ne faisait que commencer. 2 mois se sont écoulés après le dîner de réconciliation. L'été est arrivé, apportant une lumière dorée et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée qui flottait dans le quartier. Je vivais tranquillement avec de nouvelles habitudes. Me lever tôt pour faire du café, écrire quelques lignes dans mon carnet, puis m'occuper des pots de lavande sur la terrasse. La vie n'était plus bruyante, mais elle me semblait étrangement complète. Un matin, le téléphone a sonné. C'était Étienne. Il semblait aussi excité qu'un enfant. « Maman, une excellente nouvelle. Léa est enceinte. » J'ai fait une pause, puis j'ai éclaté de rire. « Vraiment? Alors, je vais bientôt devenir grand-mère. »« Oui, » a répondu Étienne, la voix tremblante. « Je voulais juste que tu sois la première à le savoir. » Je les ai félicités, mais à l'intérieur, il y avait une lueur de prudence.
La joie s'accompagne d'inquiétude, non pas à cause du bébé, mais parce que les vieilles habitudes peuvent revenir. J'avais peur qu'il suppose que maman prendrait en charge la garde des enfants, comme si c'était le devoir naturel d'une personne âgée. Mais cette fois, c'était différent. Quelques jours plus tard, quand je leur ai rendu visite, Léa et Étienne étaient déjà assis sur le canapé avec une pile de notes sur la table. Maman Hélène, a commencé Léa, douce mais claire. Étienne et moi avons une question, et nous voulons votre réponse honnête. Je me suis assise et j'ai souri. Allez-y. Nous voulons savoir, a-t-elle poursuivi. Quel genre de grand-mère voulez-vous être? Cette question m'a fait faire une pause, non pas parce qu'elle était difficile, mais parce que personne ne me l'avait jamais posée. Pendant des années, les gens ont supposé que les grand-mères gardent les enfants, cuisinent et sont de garde 24H, 24 et 7J7. Et maintenant, ces deux-là me demandaient ce que je voulais. Je les ai regardés et j'ai répondu lentement, je serai une grand-mère avec mon propre emploi du temps. Quand je serai prête, je m'inscrirai pour des tours de garde comme une bénévole, pas comme une obligation. Je veux aimer mon petit enfant avec joie, pas avec épuisement. Léa a souri et a hoché la tête, Étienne a poussé un soupir de soulagement. Nous comprenons, et nous voulons être clairs dès le début. Nous nous sommes assis tous les trois et avons rédigé ce que nous avons appelé un « accord familial ». Nous avons noté chaque petite chose. Les visites pour voir le bébé doivent être programmées au moins un jour à l'avance. Quand j'aide à garder le bébé, ils me prépareront un repas et me réserveront un temps de repos. J'ai le droit de dire non si je suis fatiguée, sans avoir besoin de me justifier, et surtout, chaque aide que j'apporte sera remerciée par des mots, et non traitée comme un dû. Quand nous avons fini d'écrire, nous avons tous les trois signé. Étienne a plaisanté, tu es peut-être la première grand-mère avec un contrat familial. J'ai ri. Bien. Toute relation saine a besoin de limites claires. Quelques jours plus tard, Martine est passée avec une petite enveloppe. Un cadeau pour la future grand-mère, a-t-elle dit, les yeux pétillants. À l'intérieur se trouvait un billet pour un cours d'écriture de 6 semaines au centre communautaire. Je sais que tu prévois un manuel, a-t-elle dit. C'est le moment de commencer. J'ai ri. Je ne sais pas encore bien écrire. Écris simplement comme tu vis, a dit Martine. Les gens n'ont pas besoin de philosophie. Ils ont besoin d'histoires vraies. Alors, chaque matin, je m'asseyais à mon ordinateur et j'écrivais les premières lignes d'un projet que j'ai intitulé « Cuisine et dignité ». Je n'écrivais pas seulement des recettes. J'écrivais sur la façon dont les femmes plus âgées devraient être traitées lorsqu'elles entrent dans une cuisine. Écoutées, respectées et autorisées à se reposer. J'écrivais sur les repas que j'avais autrefois préparés en silence, des plats assaisonnés de larmes, et comment j'y ai mis fin en apprenant à dire non pour pouvoir conserver la douceur de ma propre vie. Pendant que j'écrivais, Étienne est lentement devenu un homme différent. Un après-midi, il m'a appelé pour voir le plan de la fête prénatale. « Ne t'inquiète pas, maman, » a-t-il dit. J'ai engagé un service complet. J'ai juste besoin que tu m'aides avec les couleurs. J'ai regardé la palette et je l'ai ajustée doucement. Laisse tomber le rose et le bleu. Choisis des couleurs neutres, champagne et argent. Chaque enfant mérite un départ sans étiquette. Étienne a souri. Excellente idée. Je le note. J'ai vu Léa à côté de lui, la main sur son ventre, le visage détendu, sans regard méfiant, sans distance. Elle a dit doucement, « Merci, maman, maman Hélène. » Pour la première fois depuis des mois, ces deux mots ont coulé naturellement. Sans forcer, sans besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai simplement souri et je lui ai serré la main. Ça sonne bien. Le jour de la fête, le jardin était magnifiquement décoré. Des gypsophiles blancs se mêlaient à des lumières chaudes et de doux rubans se balançaient dans la brise. J'étais juste une invitée, ne cuisinant pas, ne nettoyant pas, ne gérant rien. Et c'était magique de s'asseoir parmi la foule avec un verre de jus, écoutant ma belle-fille parler de son parcours de grossesse. Tante Evelyne était assise à côté de moi, plissant les yeux, puis à glousser. Tu sais, Hélène, nous devrions remercier ce « non » au mariage. Si tu ne l'avais pas fait, tu serais probablement encore en train de cuisiner pour tout le monde, et personne ne dirait un mot de remerciement. J'ai ri et j'ai bu une lente gorgée de ma boisson. C'est vrai, ma tante. Ce « non » a été une perte pour un jour, mais un gain pour le reste de ma vie. Nous avons toutes les deux ri, la lumière de l'après-midi scintillant sur la table comme du cristal. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet. La première page était presque pleine, mais j'ai ajouté une ligne de plus comme un rappel à moi-même. L'amour-propre est un muscle. Utilisez-le pour le garder fort. Sinon, il rétrécira comme les choses que vous avez autrefois oubliées. Les mots se détachaient, clairs et forts, me faisant me sentir plus jeune de cœur.
J'ai regardé l'écran de mon ordinateur. Le brouillon de « Cuisine et dignité » avait dépassé les 30 000 mots. J'ai relu la fin temporaire. Cuisinez avec amour, mais ne laissez personne vous traiter comme laide. Dans chaque cuisine, une femme ne fait pas seulement des repas, elle assaisonne son propre respect. Je me suis penchée en arrière et j'ai souri. Dehors, la brise nocturne agitait les pots de lavande, transportant un doux parfum. J'ai réalisé que 69 en n'est pas le chapitre final. C'est le tournant où l'on arrête de vivre pour être nécessaire et où l'on commence à vivre pour être libre. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas seulement la mère d'Étienne ou une future grand-mère. J'étais Hélène Dubois, une femme qui avait appris à tenir son propre calendrier, à vivre à son propre rythme et à aimer sa vie avec tout le respect qu'elle mérite. Cet automne-là, quand les feuilles ont commencé à tourner et que le soleil s'est adouci, j'ai décidé d'imprimer le premier tirage de Cuisine et dignité. Juste 20 exemplaires. Payés avec les honoraires de ma conférence au Club des femmes. Je les ai reliés moi-même, je les ai étiquetés et j'ai numéroté chacun d'eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'en seulement 2 semaines, les 20 soient épuisés, non pas par les librairies ou les publicités, mais simplement par le bouche à oreille au club. Elles se les sont passées, les ont lues, puis m'ont appelé avec des mots que je n'aurais jamais pensé entendre. Madame Hélène, je me vois à chaque page. Grâce à votre livre, j'ai arrêté de m'excuser de prendre du repos. Vous écrivez doucement, mais j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Chaque réponse était une petite flamme, allumant quelque chose en moi, un sentiment nouveau, rare à un âge avancé, être entendu. Un jeudi après-midi, alors que j'éditais le brouillon, le téléphone a sonné. Une voix d'homme est venue, profonde et courtoise. Madame Hélène, c'est Michel Dubois. J'ai lu « Cuisine et dignité ». Léa me l'a envoyé. Honnêtement, vous devriez le publier officiellement. Je connais une éditrice locale qui s'occupe des auteurs plus âgés. Puis-je vous la présenter? J'ai ri. Vous me transformez en auteur professionnel maintenant. Michel a gloussé. Non, j'aide le monde à entendre des gens comme vous, des gens qui auraient dû être entendus il y a longtemps. J'ai réfléchi un moment et j'ai accepté. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Linda, l'éditrice qu'il avait mentionnée, dans un petit café près de la bibliothèque municipale. Linda avait environ 50 ans, les cheveux courts, une voix calme. Elle a tenu mon manuscrit tout le temps, lisant des passages, puis a dit « Madame Hélène, ce n'est pas seulement un livre de cuisine. C'est une déclaration de femmes qui ont été négligées. Je veux vous aider à le faire connaître à plus de gens. » Une semaine plus tard, nous avons signé un petit contrat d'édition. Pas beaucoup d'argent, mais assez pour imprimer les 1000 premiers exemplaires. Je me souviens du matin où nous avons signé. Linda a plaisanté. « Félicitations, vous êtes officiellement une auteure. » J'ai simplement souri. Mais quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé le contrat avec ma signature, j'ai pleuré. Non pas de fierté, mais parce qu'une vie qui semblait silencieuse avait enfin été appelée par son nom. 3 mois plus tard, le livre est sorti avec son titre complet, Cuisine chaleureuse et dignité, note d'une grand-mère moderne. La couverture montrait une paire de mains plus âgées agrippant une poignée de casserole, de la vapeur s'élevant dans une douce brume. Linda m'a envoyé le premier exemplaire imprimé. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu une petite ligne sur la première page. Pour chaque femme qui a appris à dire non pour garder un oui pour elle-même. J'ai touché cette ligne comme si je touchais mon propre cœur. Le jour du lancement, Étienne a organisé une séance de dédicace dans mon jardin. Il a installé une longue table avec une nappe blanche et de la lavande. Léa s'est occupée des médias, concevant elle-même une bannière qui disait « Rencontrer l'auteur, Maman Hélène Dubois ». Voir « Maman Hélène » en gras m'a surprise une seconde. Léa a croisé mon regard et a dit doucement « Je pense qu'il est temps que le monde vous appelle comme je le fais ». Plus d'invités sont venus que je ne l'avais prévu. Des femmes de tous âges, aux cheveux d'argent, encore jeunes, même quelques maris les accompagnant. Tante Evelyne s'occupait de la table des rafraîchissements, versant des boissons et plaisantant. Ne dites pas que Madame Hélène ne fait que cuisiner, elle assaisonne l'éthique dans ses mots. Étienne s'affairait à installer des chaises, et Martine était assise à proximité, vérifiant la liste des précommandes. C'était simple et chaleureux, comme une réunion de famille. Quand ce fut le moment de parler, je me suis tenue dans le jardin avec un micro, les mains tremblant légèrement. Mais en voyant les yeux confiants d'Étienne, de Léa et de nos amis, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « J'ai passé ma vie à servir. » Je pensais que servir était le devoir d'une femme, que cuisiner, s'occuper et se sacrifier étaient des obligations naturelles. Maintenant, je comprends. Servir n'est beau que lorsque c'est un don, pas un devoir. Les applaudissements ont retenti. J'ai vu quelques personnes essuyer des larmes.
De la foule, une femme d'âge moyen s'est avancée, serrant le livre avec des mains tremblantes. Madame Hélène, j'ai assisté au mariage de votre fils. Ce mariage. Je suis la mère d'Ava. Je suis venue aujourd'hui pour vous dire merci. Grâce à vous, j'ai fixé des limites avec ma fille. La semaine dernière, j'ai refusé de garder ses enfants tout l'été. Et pour la première fois, elle a dit « Je comprends, maman ». Je lui ai tenu la main, émue. Je n'ai enseigné à personne. J'ai juste raconté mon histoire. Mais cette histoire, a-t-elle dit, a enseigné à plus de gens que vous ne le réalisez. J'ai jeté un coup d'œil à Léa. Elle se tenait dans un coin, les mains sur son ventre, essuyant doucement des larmes. Mais cette fois, je savais que ce n'étaient pas des larmes d'embarras ou de honte. C'étaient des larmes d'amour-propre, quand une femme apprend que l'amour n'égale pas l'endurance. Dans la foule, j'ai soudain aperçu Chloé. Elle portait une robe simple, les cheveux attachés, une pile de livres dans les bras. Quand elle m'a vue, elle a souri timidement. Je suis venue aider à vendre des livres. Considérez cela comme une réparation personnelle. J'ai ri et je lui ai tendu un exemplaire et un stylo. Alors, signé ici en tant qu'assistante honoraire. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Vraiment ? Je vous ai pardonné. Le pardon est un grand cadeau que l'on se fait d'abord à soi-même. Elle a souri pour la première fois sans la raideur habituelle. Alors que l'après-midi s'estompait, une lumière dorée a baigné le jardin. Tante Evelyne est venue avec un verre de vin et a dit doucement « L'honneur est de retour à notre table, Hélène, et il sent meilleur que tes tartes. » J'ai ri et je lui ai serré la main. Peut-être que le meilleur dessert est celui cuit avec l'amour-propre. Ce soir-là, après le départ des invités, Étienne m'a aidé à nettoyer. J'ai soigneusement enveloppé un exemplaire du livre dans une enveloppe Kraft et je l'ai scellé. Sur le devant, j'ai écrit « Pour Martine, qui m'a fait croire que chaque femme peut réécrire sa propre histoire. Ton nom est dans les remerciements. » J'ai glissé l'enveloppe dans la boîte aux lettres, puis j'ai regardé le jardin. Les guirlandes lumineuses chaudes brillaient encore sur les chaises vides. Dans cette lumière, je me suis vue non pas comme une femme de 69 ans fatiguée, mais comme quelqu'un qui signe enfin sa propre vie. Le lendemain matin, Linda a appelé. « Madame Hélène, nous venons de recevoir un email d'un magazine local. Ils veulent faire une interview exclusive avec vous sur les femmes après 60 ans et l'art des limites. » J'ai ri. J'ai passé ma vie sans que personne ne me demande où étaient mes limites, et maintenant ils veulent que j'en parle. La vie boucle vraiment la boucle, a dit Linda. Parce que vous avez transformé le silence en une voix. C'est le pouvoir de la vieillesse avec l'amour-propre. J'ai raccroché et je me suis assise près de la fenêtre. La lumière du matin tombait sur mon bureau, scintillant sur la couverture qui disait « Cuisine chaleureuse et dignité ». J'ai posé ma main dessus et j'ai murmuré « Peut-être qu'enfin, j'ai trouvé la recette la plus importante de ma vie. Aimer avec amour-propre et vivre sous son propre nom. » Et à ce moment-là, la vieillesse ne ressemblait pas à un coucher de soleil. Elle ressemblait au lever du soleil d'un nouveau chapitre, où chaque femme, à tout âge, a le droit de continuer à écrire son histoire sans demander la permission de personne. Le jour de la naissance de la petite Éléonore Grèce, le ciel était d'un gris doux, mais la lumière du soleil perçait à travers les nuages. J'ai apporté une casserole de soupe de poulet chaude, je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre de l'hôpital, j'ai frappé légèrement et j'ai reculé. Quand Étienne est sorti, j'ai dit « La soupe est suffisante pour 2 repas. Je rentre à la maison et je reviendrai demain. » Il a souri. La gratitude mêlée à un peu de surprise. « Tu ne veux pas entrer ? » « Pas pour l'instant. C'est le moment où toi et ta femme apprenez à être parents. Je suis juste une invitée, comme nous l'avons convenu. » J'ai senti Étienne me serrer la main. « Tu penses vraiment ce que tu dis ? » Heureusement pour moi. Ai-je ri. Sinon, cuisine et dignité perdraient sa valeur tout de suite. La première semaine, je suis passée à midi, exactement 1 heure. J'ai rincé quelques biberons, plié quelques serviettes, puis je suis partie. Pas de nuit blanche, pas d'intervention. Chaque fois que j'étais sur le point de partir, j'écrivais une petite note. Vous vous en sortez très bien. Souvenez-vous, les parents apprennent par les erreurs et par l'amour. Je ne m'attendais pas à ce que garder mes distances fasse qu'Étienne et Léa me respectent encore plus. Plus de « Maman, peux-tu garder le bébé un instant ?» Soudain. À la place, il m'envoyait un SMS à l'avance. « Maman Hélène, as-tu le temps pour le thé jeudi ?» Pas de service, juste des fleurs et la météo. J'ai ri. Pas de service. Cette phrase est devenue un slogan familial maintenant. Un soir de début octobre, je suis passée et Léa tenait Éléonore dans ses bras. La pièce sentait le lait chaud et la lavande.
Maman Hélène, a-t-elle dit doucement. Je veux dire quelque chose. Je me suis assise et j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? J'ai terminé ma première série de thérapie. Mon médecin dit que j'ai fait de réels progrès. J'ai appris que si je veux de l'aide, je dois d'abord demander. Je ne peux pas supposer. Je suis restée silencieuse, la gorge serrée. Elle m'a regardée, les yeux humides. J'avais peur de vous parce que vous étiez si capable, si stable. Je voulais prouver que je n'étais pas faible. Mais j'ai réalisé que la vraie force est de savoir s'excuser et demander de l'aide, pas de prétendre qu'on a besoin de personne. J'ai touché doucement son épaule. Tu sais, j'ai passé la moitié de ma vie à apprendre le contraire, que l'amour ne signifie pas tout supporter. Merci d'avoir appris plus tôt que moi. Nous avons toutes les deux ri et Éléonore a gémi. Léa l'a apaisée pendant que je me levais et que je m'approchais de la fenêtre. La lumière chaude se reflétait sur la vitre, montrant deux femmes, une jeune, une vieille, toutes deux réapprenant à aimer sans chaîne. Après cela, nous avons convenu de garder le thé du jeudi comme un rendez-vous hebdomadaire fixe. Pas de discussion d'argent, pas de discussion de ménage, pas de service, juste nous trois, une théière de camomille, quelques biscuits et des histoires ordinaires, la météo, des recettes, les nouvelles du quartier. Une fois, Étienne a dit, c'est drôle comme il est si facile de parler quand on n'a besoin de rien l'un de l'autre. J'ai répondu, c'est là que l'amour familial est libéré du poids de l'obligation. Un après-midi, Étienne m'a demandé de le retrouver au parc. Les feuilles couvraient le chemin de jaune. Il poussait lentement la poussette pendant que j'étais assise sur un banc à regarder Éléonore dormir. Au bout d'un moment, Étienne a dit doucement, « Maman, je veux que tu saches que je suis fière de toi. J'avais honte quand les gens disaient que tu avais fait une scène au mariage, mais maintenant je comprends. Si tu n'avais pas dit non ce jour-là, je ne comprendrais peut-être toujours pas le respect. » J'ai souri et j'ai passé mon bras autour de son épaule. Je suis fière de toi aussi. Non pas parce que tu as réussi, mais parce que tu sais comment arranger les choses. C'est suffisant. À ce moment-là, j'ai vu mon mari, Guillaume, comme s'il était assis en face de nous, souriant de contentement. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit le chapitre final de la nouvelle édition de Cuisine chaleureuse et dignité. Parfois, un petit non peut sauver le reste de votre vie. Pas un non à l'amour, mais un non à l'oubli de soi. Pas un refus d'aider, mais le choix d'aider par choix. La famille n'a pas besoin de sacrifice pour se prouver. Elle a besoin de respect pour survivre. J'ai sauvegardé le fichier, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis versé un petit verre de vin. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres comme de doux applaudissements derrière la nuit. Un mois plus tard, nous avons tenu notre premier dîner de famille depuis la naissance d'Éléonore. Une longue table avec du lin blanc et des bougies. Il y avait Michel, Carole, la mère qui m'avait un jour envoyé un SMS de remerciement après ce mariage, tante Evelyne, Martine, Étienne, Léa et moi. Michel a levé son verre. Je pensais que la vieillesse signifiait se retirer, mais Hélène m'a montré que c'est le moment où nous nous tenons droit pour que nos enfants sachent où regarder. La table est restée silencieuse quelques secondes, puis le doux cliquetis des verres. J'ai regardé les visages qui s'étaient autrefois affrontés, avaient ressenti la honte et avaient réappris à aimer. Un nouveau cercle construit sur le respect. Au centre, j'ai placé une vieille photo de Guillaume dans un cadre en argent. Il portait un costume, ses yeux bienveillants. J'ai murmuré, « Tu vois, mon amour. » J'ai gardé l'honneur de notre famille. Evelyne m'a entendu et m'a serré la main. Il doit être si fier, Hélène. J'ai hoché la tête, les yeux me piquant. Léa a levé son verre, la voix tremblante mais ferme. Merci, maman Hélène, de m'avoir donné une seconde chance, non pas par dette ou par honte, mais par véritable famille. Étienne s'est tourné vers sa femme et a souri, puis a pris ma main. J'ai regardé le bébé qui dormait paisiblement dans son berceau, mon cœur aussi calme que de douces vagues sur une mer du soir. Tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule dans le salon, la lumière chaude tombant sur la photo de famille au mur. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit la dernière ligne. Certaines familles se déchirent à cause de trop de oui. D'autres reviennent à la vie avec un non bien placé. J'ai fermé le carnet et j'ai souri. Dans mon cœur, pas de colère, pas de regret, seulement la plénitude. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la toute fin, merci du fond du cœur de quelqu'un qui avait autrefois oublié sa propre valeur, puis a réappris à aimer sans se perdre. Je ne sais pas d'où vous regardez. Peut-être d'une petite ville, d'une maison tranquille sans les enfants, ou simplement d'un téléphone sur la table de votre cuisine. Mais si vous avez vu un morceau de vous-même dans cette histoire être pris pour acquis, une limite franchie, ou un non que vous auriez aimé dire, s'il vous plaît, arrêtez-vous une seconde et souriez-vous. Vous méritez le respect,
l'amour et d'être entendu. Dites-moi d'où vous venez et quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Écrivez un commentaire pour que nous puissions nous rappeler mutuellement que l'âge ne rend jamais un cœur moins digne. Il ne fait qu'approfondir l'amour et faire briller l'amour-propre plus fort. Si cette histoire vous a réchauffé, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez pour la prochaine. Chaque soutien, chaque commentaire que vous laissez aide les histoires de famille, de dignité et d'éveil à trouver leur chemin vers plus de cœur.